Bonjour François-Xavier Ménage, Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité, grand reporter, auteur de Les Oubliés, enquête aux racines de la colère française. C'est chez Robert Laffont, on va le voir, c'est le fruit de vos 4 ans à sillonner la France, à écouter les Français. François-Xavier Ménage, on vous avait reçu il y a 2 ans pour votre précédent livre qui s'appelait Ça craque, c'était cette plongée dans une France silencieuse mais explosive. 2 ans après, comment vous la sentez, cette France? Est-ce qu'elle est plus éruptive ou est-ce qu'elle est résignée? Alors, je vais vous faire une réponse, et elle est dure votre question, je vais vous faire une réponse de reporter. Si je suis politologue, je vais vous dire que la France, elle est fragmentée, mais en fait pas du tout, mais qu'elle est archipélisée, mais en fait on n'a pas le droit de dire ça. Le terrain, c'est qu'en fait, et effectivement ce livre, il a duré 4 ans dans la fabrication, c'est que d'une rue à l'autre et d'une ville à l'autre, on a des réalités très différentes. Moi, je suis paumé aujourd'hui pour vous dire comment elle va la France. Je ne peux pas dire que la colère est éruptive et que tout le monde descend dans la rue. On a pensé que ça allait être le cas en septembre. Ça n'a pas été le cas avec la mobilisation de mi-septembre. Et je pense que plus que jamais, c'est en allant sur le terrain, c'est en rencontrant les innombrables complexités de ce beau pays qu'on est un tout petit peu moins paumé. En tout cas, c'est vraiment le souhait avec ce livre. Et donc, quand il y a un brouillard énorme, c'est en allant voir ceux qui font qu'on comprend un peu mieux. Et ma chance, c'est d'avoir pu, pendant 4 ans, suivre les policiers, les infirmières, les élus locaux, avec ou sans étiquette, parfois même aussi les agents au sommet de l'État, qui tous bossent pour faire société, mais qui presque tous disent on a un problème de mépris, alors on a un problème de pouvoir d'achat pour beaucoup bien sûr, mais de mépris, de non-représentation, d'invisibilisation. Et ça, je crois que ça crée une colère qu'on n'arrive pas à mettre dans des boîtes, qu'on n'arrive pas à définir, mais quand on comprend le contexte, on est un peu plus éclairé. Parce que votre livre, il faut le dire, c'est d'abord de l'humain. C'est du témoignage, c'est pas de l'analyse d'un politologue, c'est effectivement de l'humain, c'est le travail d'un reporter. Et ça, ce qui pose aussi la question à la lecture de votre livre, c'est qu'est-ce qui fait encore société? Est-ce que la France, aujourd'hui, elle fait encore société? Énormément. Sauf que ceux qui font société, ils ont le sentiment que, on ne les reconnaît pas pour ça. On va prendre un exemple très concret, qui, moi, me marque énormément, c'est les déserts médicaux. Alors, spontanément, si on veut couvrir les déserts médicaux, qu'est-ce qu'on fait? On va dans 60 à 70% du territoire, parce que ce sont des sables qui, malheureusement, se répandent un peu partout, y compris d'ailleurs en cœur de Paris, dans le 18e, par exemple. Et on va avoir des médecins. Mais sauf que non, quand il y a des déserts médicaux, il n'y a plus de médecins. Donc, qui fait ce travail, d'une certaine manière, que les médecins ne peuvent plus faire? C'est des infirmières à domicile. Et moi, j'ai suivi le quotidien d'une femme qui s'appelle Lauriane, qui va tous les jours, et elle avale plus de 200 km tous les jours, elle va, dans sa journée, voir des patients qui n'ont pas de médecin, donc pas d'ordonnance, et elle fait des soins sans être payée. Elle fait ça de manière bénévole, pour certains de ses patients, tous les jours, et ce qui commence vraiment à poser problème, alors que cette femme fait société plus que beaucoup d'autres, c'est quand elle dit « je vais arrêter parce que je peux plus » en fait. Donc des exemples comme ceux-là, il y en a énormément. Ce sont des soldats souvent invisibles, des soldats du quotidien. On les a appelés les essentiels pendant le Covid. Et le drame pour beaucoup d'entre eux, c'est qu'on les a pu appeler après. Et on a oublié. Il y a eu des promesses de fait au niveau gouvernemental. Et vraiment, dans ma bouche, c'est pas du populisme, mais toutes ces promesses, toutes ces marques d'attention ont ensuite disparu au profit de rien. Et donc s'installe une colère, qui n'est pas une colère politique, qui est une colère abyssale d'une certaine manière, qui consiste à dire « Ok, on est là, on aide, mais qu'est-ce qui se passe pour nous maintenant ?» Ouais, et vous reparliez des expressions pendant le Covid. Il y avait l'expression « premier de cordée » que vous reprenez d'ailleurs dans votre livre. Ces premiers de cordée, les infirmières, les éboueurs, les agriculteurs dont vous parlez. Aujourd'hui, ils se sentent plus que jamais, et vous le dites, oubliés, manque de reconnaissance de la part des pouvoirs publics notamment. Parce qu'il y a eu beaucoup de promesses, parce qu'on annonce des éléments qui ensuite n'arrivent pas. Pour les infirmières, par exemple, après une longue lutte qui a duré des années, effectivement, les élus ont dit très bien, parfait. Je parle de ceux qui fabriquent les lois en France. Ils ont dit c'est bon, les choses vont changer. Mais il a fallu attendre ces tout derniers jours d'ailleurs pour qu'un décret que les infirmières n'attendaient plus finisse par être publié. Donc on voit quand même que les choses avancent. Pour certains, pour d'autres, effectivement, suivre le quotidien d'un éboueur aujourd'hui. C'est assez frappant parce que moi je l'ai fait à Paris à 5h du mat, sur toute une matinée, et quand il commençait le travail, le jeune homme avec qui on était nous disait on va repasser dans le même endroit dans 3 quarts d'heure. Et vous allez voir. Et donc dans cette rue de l'Est parisien, effectivement tout est nettoyé par les éboueurs, et 40 minutes après, on voit effectivement du bordel partout sur la route, avec des restaurateurs, je ne veux pas les viser eux, mais en l'occurrence c'était le cas, qui avaient sorti énormément de matériaux qui avaient été utilisés la veille et qui se retrouvent sur la route. Enfin bref, c'était effectivement
ce sentiment que ça avait servi à rien, ce travail des éboueurs. Et donc, d'une certaine manière, il faut que les uns et les autres arrivent à se connecter un tout petit peu plus pour se dire, bon, ok, ça veut dire quoi faire société ? J'insiste, c'est philosophiquement intense comme question. Mais au quotidien, ceux qui se retroussent les manches en permanence et qui ont le sentiment que les autres ne le font pas, et oui, ça crée une sorte de colère dont on parle finalement assez peu, parce que là, c'est outre le pouvoir d'achat ou des questions politiques, c'est quelque chose de beaucoup plus quotidien, entre guillemets. Et ce qui est intéressant également, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé au moment des fractures d'une France des métropoles qui serait privilégiée, d'une France périphérique, rurale, qui, elle, se sentirait délaissée. Et en fait, c'est pas forcément le cas quand on voit votre livre. Les oubliés, ils sont aussi dans cette France des métropoles, ils sont aussi dans ces administrations. Je vous remercie de le dire parce qu'effectivement, la France des oubliés, ça va être aussi dans les grands boulevards, ça va être aux portes de Paris, ça va être dans les ministères ou les agences de l'État où certains sont nommés par décret par des ministres et ensuite se disent devant leur écran de télévision, leur écran d'ordinateur, à quoi je sers. Et ça, c'est abyssal de se rendre compte que certains qui ont envie d'être utiles ne le sont pas, pour plein de raisons différentes. C'est pour ça que vraiment je vais éviter les raccourcis. Mais oui, on est tous d'abord oubliés par rapport à quelqu'un et je pense qu'aujourd'hui la lecture d'une France périphérique, et Dieu sait qu'on a appris des milliards de choses grâce à cette notion. Mais sauf que la périphérie, elle peut être absolument partout. Et il faut faire très attention, je pense, en tout cas quand on est reporter, à considérer qu'il y aurait les grandes villes où ça va, les villages où ça va pas. Il y a tellement de contre-exemples. Moi qui ai la chance d'aller, parce que je bosse pour TF1 toutes les semaines sur le terrain, en fait, il n'y a que des contre-exemples. Voilà. Et si on ne met pas un peu de terrain, si on ne met pas la religion du terrain là-dedans, on va se retrouver à un moment avec des personnes qui définissent la France qui la rencontrent pas. Et je pense que c'est le boulot aussi des journalistes de définir la France telle qu'on la voit, telle qu'elle vit et telle qu'elle vibrionne aussi d'ailleurs, c'est vrai. Et c'est la question aussi que pose votre livre, vous qui avez parcouru cette France et en pleine crise politique. Est-ce que vous avez constaté le décalage entre ce qui se passe à Paris, ce qui se passe au Parlement, ce qui se passe dans les ministères et sur le terrain et avec ce que vivent les Français ? Alors accrochez-vous. Je vais vous donner, je suis reporter, un exemple très concret. Le fameux jeudi où il y a eu un vote pour faire tomber ou non le gouvernement, donc il y a maintenant 3 semaines, ça commence à 9h à l'Assemblée, et moi je suis à Brie-sur-Marne, devant une gare où les trains sont bloqués, 2000 personnes ou 3000 qui ne savent pas quoi faire pour retrouver le chemin du boulot, parce qu'il faut aller au boulot, il est 9h. Et je suis des jeunes de chez LR qui sont en train de tracter. Je le fais dans le cadre d'un reportage. Il y a notamment le président des jeunes LR, qui est très volubile, qui a envie de défendre son bout de beefsteak, et il a des tracts de Retailleau. On voit le visage de Bruno Retailleau sur ces tracts. Il est en train de les distribuer à des personnes qui sont très loin de se demander ce qui se passe à l'Assemblée, qui veulent juste retrouver leur boulot. Et entendant ces tracts, il entend plusieurs fois des personnes dire, et on l'a filmé, c'est qui ? Alors le jeune LR dit, c'est Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur. Ah non, je vois pas qui c'est. Mais si Bruno Retailleau, il a été en poste 3 jours. Non, il a été en poste pendant 1 an. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. C'est que l'un des jeunes dit, moi je suis tellement paumé, je sais même plus qui est gentil et méchant en politique. Donc dans ma bouche, une fois de plus, aucunement l'idée d'abord de se moquer de ceux qui ne connaissent pas Retailleau, mais d'abord, et c'est probablement une toute petite minorité, mais ils existent, et il faut essayer de comprendre pourquoi. Et ce jeune a tout à fait le droit de dire qu'aujourd'hui il est paumé au point de ne plus savoir qui sont les gentils et les méchants, c'est son expression, avec un désintérêt qui a l'air plutôt subi que voulu, c'est-à-dire qu'il n'a pas levé le doigt pour dire je m'en fous de la politique et je veux pas que ça revienne dans ma vie. Moi j'ai parlé avec lui après, il disait je suis complètement perdu et j'en déduis une chose, c'est que on a souvent, nous les journalistes, tendance à dire que la classe politique c'est la Netflixisation. En tout cas, le terme a été évoqué par beaucoup. Mais en fait on oublie un truc, c'est que s'il y a Netflixisation, c'est d'abord qu'on est tous abonnés, qu'on regarde les épisodes tous les jours. Trouvez-moi des Français qui regardent tous les épisodes aujourd'hui de la classe politique et qui comprennent. Qui peut résumer aujourd'hui les grands enjeux tels qu'ils se dessinent ? Je pense pas grand monde, aussi bien le politologue que celui qui regarde ça de manière épisodique. Ouais, le décrochage est réel. Et ils n'y croient plus aussi, ces Français. Ils ne croient plus en la politique, en leur politique. Oui et non. C'est-à-dire que, d'abord, je ne pourrais pas donner des réponses affirmatives comme ça, bien sûr, mais on voit d'abord qu'il y a quand même un décrochage énorme. Doit-on rappeler l'enquête du Cevipof qui rappelle que les Français font confiance à 10% aux partis politiques, 20% aux députés et 65 ou 68% aux élus locaux. Justement, moi je suis incroyablement surpris de voir que sur le terrain, il y a des étincelles d'espoir qui surgissent partout, qu'il y a, pour ne parler que des élus locaux,
Le premier parti de France, qui est celui de la débrouillardise, avec ou sans étiquette politique, où matin, midi et soir se fabrique une France qui avance, qui trouve des solutions, malgré, doit-on le rappeler aussi, les 400 000 normes qui sont sur la tête des élus, qui sont obligés de jongler avec ça, et on arrive à de la débrouillardise. Je donne juste un exemple. En Bretagne, mais partout ailleurs, dans le Morbihan, Saint-Barthélemy, toute petite commune, on n'a pas d'argent pour retaper l'école. Eh bien, chaque année, juste avant la rentrée des classes, c'est les élus, c'est les adjoints, c'est les copains de Madame le maire, c'est aussi des ados à qui on donne un tout petit peu d'argent de poche et qui, pour 15 € par jour, vont repeindre les murs, vont retaper l'électricité et les gouttières pour que l'école, elle soit convenable. Personne n'en parle, on les applaudit pas. Je pense que ça aussi, ce sont des personnes qui font société et il faut le mettre en avant parce que c'est une incroyable débrouillardise de tous les jours. Et c'est ce qui explique aussi le fait que personne n'en parle, que ces oubliés, ce sont aussi des élus locaux. La lassitude, qui sentent un manque de reconnaissance, qui sentent, vous le disiez, le poids des normes. Aujourd'hui, on peut les mettre aussi dans les oubliés, certains élus locaux. Complètement. Je vais parler du président du Sénat, par exemple, Gérard Larcher. Il a une amie qui côtoie très bien, je ne vais pas donner son nom pour ne pas l'embêter elle, mais je le raconte dans le livre, qui est la maire d'une petite commune à environ 1 heure de route de Paris. On est vraiment dans un milieu très très rural, avec quelques centaines d'habitants. Cette femme dit 2 choses passionnante. Elle est sans étiquette. Avant, elle était cadre dans un grand groupe. Elle voyageait dans le monde entier. Elle a dit un jour, allez hop, maintenant je m'investis dans cette mairie. Elle fait un boulot incroyable. Mais elle dit 2 choses. Elle dit cette phrase, je me rappelle, dans son bureau au moment où on annonçait la dissolution, on est en train d'oublier la France. Et ce qu'elle expliquait, elle est élue, elle a le droit de le dire, c'est pas du café du comptoir, c'est qu'effectivement, les priorités, ce sont ces mots des Français aujourd'hui, ne sont pas celles du calendrier politique exécutif. Et elle disait autre chose sur le désarroi, d'une certaine manière, des électeurs. Elle fait quelque chose que personne ne fait. C'est-à-dire que les jours d'élection, et elle sait de quoi elle parle, il venait d'y avoir les européennes, et ensuite on a eu donc les élections législatives. Elle a observé le visage de ses citoyens quand ils viennent dans la salle pour voter, la salle communale. Elle emploie un mot-clé, elle dit « ils sont hagards, ils savent à peine quoi faire, et pour qui voter ». Et je pense que ça aussi, ça raconte quelque chose un petit peu de cette France oubliée, peut-être même y compris des hommes et des femmes politiques, sans populisme aucun. Et elle, sa réponse, c'est de dire, mais donnez-moi les coups des franches pour bosser sans qu'on ait trop de contraintes. Et je pense que si on aime un tout petit peu plus l'action politique au niveau local, ce sont ces mots, peut-être aimera-t-on encore un peu plus la politique au niveau national. Oui, et aujourd'hui, ce que vous racontez, et dans votre livre et dans ce que vous venez de vous dire, c'est qu'en fait, il y a un sentiment que les débats politiques, ils traduisent plus ces colères, ils traduisent plus ces angoisses, ils traduisent plus le quotidien des gens. Parce que, est-ce qu'on peut définir ce sentiment de colère ? Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire dans le livre. Si on devait résumer, il y a 2 colères. Il y a la colère qui ressemble à un gros vomi qu'on a matin, midi et soir. Pardonnez-moi, je vais employer l'expression, un seau de merde qu'on se prend sur la tête dès qu'on allume les réseaux sociaux. C'est fini, d'ailleurs, les moments où on avait un petit café avec de la crème en disant « Regardez, bonne journée à tous ». C'est pas ça qui marche aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ça ruisselle sur les Français. Faut, je pense, éviter de penser que c'est juste d'un côté et qu'ensuite ça n'a pas d'impact sur le climat actuel. On le voit aussi quand même, malheureusement, dans le débat politique. Je ne suis pas juge de paix, mais parfois c'est quand même très tendu et on voit aussi une forme de violence qui s'exprime parfois dans le débat politique. Tout ça a un impact chez ceux qui, et j'en viens au point important, qui n'ont pas la même capacité à s'exprimer, qui n'ont peut-être pas l'envie, qui n'ont pas le sentiment que c'est important de les entendre. Et eux, leur colère, elle est sourde. Elle est très silencieuse. Mais si on ne la questionne pas, on va se dire quoi dans 1 an ou 2, quand on aura peut-être une autre crise politique, on se dira « Ah merde, ça ressemble à ça la France ?» Et je pense que c'est le principe de ce livre. Regardons la photographie d'aujourd'hui, elle est complexe, elle est parfois un peu floue. C'est vrai, on a le droit de le dire, que c'est flou, que ça manque d'honnêteté, mais sauf qu'il faut y aller quand même. Il faut voir ceux qui sont perdus pour mieux comprendre où on habite nous-mêmes. Oui, et cette France qui se sent perdue, elle a le sentiment que qui l'écoute ? Est-ce que du coup, elle se tourne vers le Rassemblement national qui est devenu pour eux un refuge ? Alors, là aussi, il faut être... Moi, j'essaye d'être le plus transparent là-dessus. À chaque fois, et j'ai vu des centaines de personnes que j'ai pu suivre au quotidien pour ce livre, à chaque fois que je parle politique avec eux, c'est parce que c'est moi qui ai posé la question. Déjà. Donc, ce n'est pas omniprésent dans les discussions des Français avec qui je suis, qui, en règle générale, veulent d'abord raconter leurs actions et leur métier. Je pense que c'est très important. Oui, il y en a qui vont vers le RN, de plus en plus, on le voit, de toute façon, la droitisation est dessinée, étude après étude, par tous les instituts de sondage. Moi, ça ne transperce pas dans toutes les conversations que je peux avoir. En revanche, et c'est ça qui est un point très important, si je devais résumer, je trouve d'abord que la crise de l'inflation n'est pas du tout digérée,
pour beaucoup de Français, on peut considérer, et c'est vrai, c'est attesté, les chiffres de l'inflation baissent mois après mois. Sauf qu'il y a eu pendant 2-3 ans des hausses très importantes qui n'ont pas été matelassées, qui n'ont pas été acceptées par des Français qui ont dû faire d'énormes sacrifices. Ils en payent encore le prix aujourd'hui. Par ailleurs, deuxième point, il y a quand même un problème avec le gâteau français, si je puis dire. C'est-à-dire que le gâteau, on sait que les parts vont pas grossir et ça crée des sources d'angoisse, légitimes ou non, mais qui sont énormes chez beaucoup de Français. Et cette peur de se dire que la génération d'après, les enfants de ces Français auront moins. Et puis, j'en reviens aussi à ce climat quand même assez détestable sur les réseaux sociaux qui a une vraie conséquence. Et d'ailleurs, ce que je dis sur l'état de la France, j'étais ahuri de voir il y a quelques mois que c'est exactement, point par point, la même chose qui est établie aux États-Unis via des études faites par Harvard. Donc comme quoi, il y a des parallèles à faire, effectivement. Pour revenir sur ce gâteau, est-ce que vous avez eu le sentiment que l'ascenseur social est en panne, que les Français estiment que ce sont toujours les mêmes qui ont beaucoup, ce sont toujours les mêmes qui ont peu? Mulhouse, un immeuble de 14 étages, et l'ascenseur social, il est tellement en panne qu'il y a un ascenseur en panne tout court. Et je trouve que c'est une métaphore qui raconte beaucoup de choses. Donc ce sont des personnes qui vivent dans un immeuble qui, dans les années 60, était vraiment très couru en banlieue de Mulhouse, et beaucoup rêvaient d'habiter là-bas. Aujourd'hui, depuis 2 ans, enfin maintenant les choses sont en train de changer, mais pendant 2 ans, l'ascenseur ne marchait plus. Il y a des personnes qui, au 14e étage, étaient obligées de se taper les allers-retours en escalier, donc avec l'escalier pour essayer de rentrer chez eux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait quelques mauvais payeurs qui ne payaient pas leurs charges, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu réparer l'ascenseur. 2 ans de cette situation, et quand on dit que l'État ne peut rien, l'État fait rien, c'est évidemment tout le contraire, parce qu'il a fallu que des habitants se mobilisent pour que, à la fin, eh bien, ce soit la mairie et donc l'État, avec des dispositifs d'aide, versent en vrai beaucoup d'argent pour que la situation s'arrange. Mais qu'est-ce qui va se passer pour cet immeuble dans les prochaines années? La mairie dit qu'il sera racheté par la collectivité et va se transformer en HLM. Donc, je trouve qu'avec cette métaphore, il y a effectivement une paupérisation d'une partie de la classe populaire et même classe moyenne française. Je ne veux pas généraliser, mais ça raconte pour moi cette panne de l'ascenseur social qui est quand même manifeste pour beaucoup. Et vous le disiez, hein, vous parlez également de cette France qui se retrousse les manches. Vous reparliez de ce maire qui retape son école, de ces soignants qui font du bénévolat. Et il y a aussi, ça peut pas être hallucinant, cette France qui fait le vivre ensemble, elle est parfois la cible de critiques de violence. Notamment quand il y a eu les violences de juin 2023, après ce qui s'était passé à Nanterre et avec Naël. Fascinant, tristement fascinant de voir que des associations ont été la cible de violences, d'incendies, au même titre que des commissariats, des mairies et des écoles aussi, faut-il le rappeler. C'était le fait d'une toute petite minorité, mais qui a ensuite détruit le vivre ensemble. Je donne notamment des exemples de plusieurs communes où un club de boxe qui fabrique, par exemple, du côté d'Amiens, des stars au niveau national, hein, un tout petit club qui n'a pas beaucoup de moyens, et qui, aujourd'hui, n'a pas pu rouvrir. Et donc, il y a toujours un tas de cendres dehors. Et le club, qui, j'insiste, est probablement un des clubs les plus méritants de France, est bien obligé de partager une salle de judo avec un autre club. Et il y a un mépris. Il y a un mépris, dixit le président de ce club, qui considère que si on ne les aide pas dans des quartiers où il n'y a rien, c'est-à-dire même pas de supermarché, et on parle de milliers d'habitants, ça créera encore plus de casse sociale. Et puis une association culturelle, effectivement, qui a été la cible d'un incendie et qui aujourd'hui n'a pas pu revenir dans ce quartier où c'était pourtant essentiel. Et les associations, comme tant d'autres, ont cette beauté de dire « on » et jamais « je », de dire nous, de réfléchir collectif. On sait le tissu social immense que ça représente en France. Et ils sont beaucoup à dire aussi, est-ce qu'on pourrait avoir un statut, peut-être, qui nous permettrait d'être plus reconnus. Donc on ne parle pas toujours d'argent. On parle aussi de statut, c'est assez important quand même à rappeler. Ouais. Mépris, c'est un mot que vous employez aussi. Hein. Vous dites que ce n'est pas seulement des territoires délaissés, c'est aussi des territoires méprisés. Sur quoi ces colères, elles peuvent déboucher? Est-ce qu'elles déboucheront sur de la politique? Je ne sais pas. Est-ce qu'elles déboucheront sur un ras-le-bol général? Je ne sais pas non plus. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'on croit un petit peu moins à ce qu'il y a au-dessus et on continue de croire encore un petit peu aux solutions locales. Pour le reste, à quoi ressemblera la France dans 1 an ou 2? Alors là, je suis tout aussi paumé que vous, et puis trouvez-moi celui qui pourra nous dire avec certitude à quoi ça va ressembler. Est-ce qu'un mouvement type Gilets jaunes, il peut renaître, ou est-ce qu'on est sur autre chose maintenant? Plusieurs centaines de personnes écoutées et suivies dans le cadre de ce livre. Un seul m'a parlé des Gilets jaunes, en disant qu'il fallait recommencer tout de suite. La plupart des autres, et d'ailleurs, je ne pense pas que... C'est vraiment une petite minorité avait participé au rond-point sur les Gilets jaunes, parmi ceux dont je raconte le quotidien. Ils sont assez peu à aujourd'hui
se projeter dans l'idée d'un grand mouvement qui casserait beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que, et là aussi ça renvoie à une question de fond, il faut des perspectives pour ensuite réclamer quelque chose. Or aujourd'hui, on le voit, avec ce brouillard où on ne sait même plus qui décide de quoi et où, pour ne parler que de la santé, des déserts médicaux, on a un interlocuteur qui change tous les mois et demi au ministère de la Santé, il n'y a plus de perspective. Donc je pense qu'inscrire un mouvement de contestation dans ce cadre-là est quand même sacrément compliqué. Aujourd'hui, il ne se dessine pas. On verra ce qui se passe pour la suite. Ouais. Merci François-Xavier Ménage. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pour votre livre passionnant, enrichissant sur la France d'aujourd'hui, les Français d'aujourd'hui et de manière très factuelle de donner la parole à ceux qu'on entend peu. Merci beaucoup. Les oubliés en 4 racines de la colère française, c'est chez Robert Laffont. Merci.